Dans une petite maison de banlieue à Toledo, Ohio, un cri perçant déchire la nuit. À l'étage, dans une chambre aux murs tapissés de posters de groupe grunge, un garçon de 12 ans, Ethan, tremble, un couteau de cuisine ensanglanté dans les mains. À ses pieds, son beau-père, Richard, gît immobile, le regard figé dans une expression de surprise et de terreur. Le sang s'étend lentement sur le plancher, formant une flaque qui reflète la lumière blafarde d'une lampe de chevet renversée. Ce n'est pas une scène de film d'horreur, c'est la réalité, un moment figé dans le temps où un enfant, un garçon ordinaire en apparence, a commis l'impensable. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à un acte aussi extrême? Et surtout, quel secret terrifiant se cache derrière ce geste? Un secret que même les enquêteurs les plus chevronnés n'ont pas réussi à démêler entièrement. Dès cet instant, vous êtes plongé dans une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Une descente dans un abîme où les frontières entre victimes et bourreaux s'effacent, où la vérité est un puzzle dont les pièces semblent ne jamais s'assembler. Ce récit ne vous laissera pas indemne. Il vous fera douter de ce que vous croyez savoir sur l'innocence, la famille et la noirceur qui peut se tapir dans le cœur d'un enfant. Vous sentirez la peur vous effleurer, l'intrigue vous enserrer, et une étrange empathie vous envahir pour ce garçon, Ethan, dont le geste défie toute logique. Chaque détail que vous découvrirez dans les minutes qui suivent risque de bouleverser votre perception de ce qu'un être humain est capable de faire, et de ce qu'il peut endurer. Ce qui rend cette affaire si troublante, c'est qu'elle n'est pas seulement l'histoire d'un crime. C'est une plongée dans un mystère qui soulève des questions dérangeantes. Qu'est-ce qui transforme un enfant en monstre? Y a-t-il une vérité cachée, un traumatisme enfoui, ou quelque chose de plus sinistre encore, quelque chose que personne n'a voulu voir? À mesure que vous suivrez ce récit, vous serez confronté à des révélations qui vous feront remettre en question la nature même de la justice, de la morale et de la sécurité dans votre propre foyer. Car si un enfant de 12 ans peut commettre un acte aussi radical, qui peut vraiment se dire à l'abri? Cette histoire, c'est celle d'un secret qui a été enterré pendant des années, d'une vérité que peu de gens ont osé affronter. Elle révèle la fragilité de ce que nous pensons connaître de ceux qui nous entourent, et la facilité avec laquelle la normalité peut basculer dans l'horreur. En écoutant ce récit, vous allez ressentir un frisson d'effroi, mais aussi une curiosité insatiable, une envie irrépressible de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, dans cette maison banale de Toledo. Et croyez-moi, ce que vous découvrirez est bien plus complexe que ce que les gros titres des journaux de l'époque ont laissé entendre. Alors, prenez une grande inspiration. Vous êtes sur le point d'entrer dans un tunnel sombre, un voyage où chaque pas révèle une vérité plus troublante que la précédente. Pour plonger pleinement dans ce mystère, je vous invite à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. En le faisant, vous aidez à faire découvrir cette histoire à d'autres âmes curieuses, à ceux qui, comme vous, veulent comprendre ce que personne n'ose raconter. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En la partageant, vous devenez membre d'une communauté unique, celle des chercheurs de vérité, ceux qui osent regarder dans l'abîme pour en ramener des réponses. Merci d'avoir choisi de faire partie de cette quête, de vouloir comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans les mois précédant cette nuit fatidique du 14 mars 1998, la maison des Harper à Toledo semblait être l'incarnation même de la normalité. Située dans une rue bordée d'érables, avec ses pelouses bien entretenues et ses voisins qui se saluaient poliment, la petite maison à 2 étages ne laissait rien présager de l'horreur qui allait bientôt s'y dérouler. Les rideaux à motifs floraux de la cuisine, les vélos abandonnés dans l'allée, le bruit des rires d'enfants jouant dans le jardin d'à côté, tout cela composait une toile de fond si banale qu'elle en devenait presque invisible. Pourtant, derrière cette façade, quelque chose couvait, une tension subtile mais omniprésente, comme une odeur de brûlé que personne ne pouvait tout à fait identifier. Ethan, le garçon de 12 ans au centre de cette histoire, était un enfant discret. À l'école, ses professeurs le décrivaient comme un élève moyen, ni particulièrement brillant ni problématique. Il aimait dessiner des dragons et des paysages fantastiques dans les marges de ses cahiers, et il passait des heures à écouter des cassettes de Nirvana sur un vieux Walkman. Ses camarades le trouvaient un peu étrange, mais pas au point de s'en inquiéter. Il était simplement Ethan, toujours un peu à l'écart, avec un sourire timide et des yeux qui semblaient de voir au-delà de ce que les autres percevaient.
Mais ce que personne ne savait, c'était que ce regard dissimulait une tempête intérieure, un tumulte de pensées et d'émotions qu'il gardait jalousement pour lui. Sa mère, Linda Harper, était une femme douce mais fatiguée. À 34 ans, elle portait les marques d'une vie marquée par des choix difficiles. Veuve à 25 ans après la mort du père biologique d'Ethan dans un accident de voiture, elle avait reconstruit sa vie avec Richard, un homme qu'elle avait rencontré dans un dîner où elle travaillait comme serveuse. Richard, de 10 ans son aîné, était un mécanicien automobile, un homme robuste avec une voix grave et un rire qui pouvait remplir une pièce. Aux yeux des voisins, il était le genre de type fiable, toujours prêt à aider à réparer une tondeuse ou à organiser un barbecue estival. Mais dans l'intimité de la maison, Richard était différent. Pas violent, pas au sens où on l'entend habituellement, mais il y avait en lui une autorité froide, une manière de parler qui faisait taire les autres, comme s'il aspirait tout l'oxygène de la pièce. Les premières fissures dans cette façade de normalité étaient presque imperceptibles. Linda, par exemple, avait commencé à parler moins, à sourire moins. Les voisins remarquaient qu'elle semblait toujours pressée, évitant les conversations prolongées. Ethan, lui, passait de plus en plus de temps seul dans sa chambre, les écouteurs vissés aux oreilles, comme s'il cherchait à s'isoler d'un monde qu'il ne comprenait plus. Parfois, tard le soir, des éclats de voix traversaient les murs fins de la maison. Pas des cris, pas des disputes ouvertes, mais des échanges tendus, des mots étouffés qui laissaient deviner une frustration croissante. Les voisins haussaient les épaules. Toutes les familles ont leurs problèmes, non? Pourtant, il y avait des indices, des signaux que personne n'avait su interpréter. Un jour à l'école, Ethan avait rendu un devoir de rédaction qui avait troublé son professeur. Le sujet était simple. Raconter un souvenir d'enfance heureux. Ethan avait écrit une histoire étrange, presque onirique, sur un garçon qui vivait dans une maison où les murs murmuraient des secrets la nuit. Le professeur, un peu perplexe, avait noté un commentaire encourageant mais avait ajouté « Ethan essaie d'écrire quelque chose de plus concret la prochaine fois ». Il n'avait pas vu l'appel au secours dissimulé dans ces lignes. Personne ne l'avait vu. Un autre incident, plus discret encore, s'était produit quelques semaines avant le drame. Lors d'un dîner de famille, Richard avait plaisanté sur le fait qu'Ethan était trop sensible pour un garçon de son âge. Il avait ri, un rire qui sonnait creux, et avait donné une tape un peu trop forte sur l'épaule d'Ethan. Le garçon s'était raidi, son visage devenant pâle, mais il n'avait rien dit. Linda avait baissé les yeux, concentrée sur son assiette, comme si elle voulait disparaître. Ce moment en apparence anodin était un fil tendu prêt à se rompre. Quelque chose dans cette maison n'allait pas, mais personne ne pouvait encore le nommer. Les semaines précédant le 14 mars, Ethan avait commencé à agir de manière plus étrange encore. Il s'était mis à dessiner des images sombres, des silhouettes indistinctes dans des forêts d'encre, des visages sans yeux. Sa mère, préoccupée, avait trouvé l'un de ses dessins sous son lit, mais lorsqu'elle avait tenté d'en parler, Ethan s'était refermé comme une huître. « Ce n'est rien, maman », avait-il murmuré, les yeux fixés sur le sol. Linda, déjà submergée par ses propres soucis, des factures en retard, des tensions avec Richard, n'avait pas insisté. Elle ne pouvait pas savoir que ces dessins étaient bien plus qu'une simple phase adolescente. Ils étaient une fenêtre sur un esprit en proie à une peur grandissante, une peur qu'il ne savait pas exprimer autrement. Dans le quartier, les rumeurs commençaient à circuler, mais elles étaient vagues, presque anodines. Une voisine, Madame Peterson, avait remarqué qu'Ethan semblait nerveux ces derniers temps, toujours à regarder par-dessus son épaule lorsqu'il rentrait de l'école. Un autre voisin avait entendu Richard élever la voix un soir, mais il avait supposé que c'était juste une dispute conjugale. Personne n'avait relié les points. Personne n'avait vu que la maison des Harper, avec ses rideaux floraux et ses vélos dans l'allée, était une bombe à retardement. Ce qui rendait cette période si troublante, c'était l'absence de signes évidents. Il n'y avait pas de cris dans la nuit, pas de marques visibles, pas de plaintes déposées. Juste une lente accumulation de silence, de regards fuyants, de moments où l'on sentait que quelque chose n'allait pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant l'inévitable. Et puis, cette nuit du 14 mars, tout a basculé. Le cri, le couteau, le sang sur le plancher, tout cela n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de quelque chose de beaucoup plus profond, de quelque chose qui avait pris racine dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter encore plus loin, examiner les jours, les semaines, les mois qui ont précédé. Il faut plonger dans la vie d'Ethan.
dans les mots qu'il n'a jamais dits, dans les secrets qu'il portait comme un fardeau, car ce n'était pas seulement une histoire de colère ou de désespoir, c'était une histoire de peur, de trahison, et d'un garçon qui, pour une raison encore obscure, a senti qu'il n'avait plus d'autre choix que de prendre un couteau et de faire face à l'homme qui dominait sa vie. Dans les semaines qui ont précédé le 14 mars 1998, la maison des Harper était devenue un lieu où le silence pesait plus lourd que les mots. Ce n'était pas le silence paisible d'une famille heureuse, mais un silence oppressant, celui qui s'installe quand chacun retient son souffle, comme si un faux pas pouvait tout faire voler en éclats. Ethan, à seulement 12 ans, semblait porter ce silence comme un manteau trop grand pour lui. Il marchait tête baissée, ses écouteurs toujours sur les oreilles, comme s'il cherchait à bloquer un bruit que personne d'autre n'entendait. Mais ce qu'il fuyait n'était pas un son extérieur. C'était quelque chose de plus insidieux, quelque chose qui s'était infiltré dans les murs de la maison, dans les regards échangés à table, dans les pas lourds de Richard descendant l'escalier. Richard, le beau-père d'Ethan, était un homme qui aimait le contrôle. Pas dans le sens caricatural d'un tyran domestique, mais d'une manière plus subtile, plus insidieuse. Il avait une façon de remplir l'espace, de faire sentir sa présence même lorsqu'il ne parlait pas. Ses remarques, souvent déguisées en plaisanterie, avaient un tranchant qui laissait des marques invisibles. « Ethan, tu devrais arrêter de rêvasser, ça ne mène à rien », disait-il avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Ou encore, « Un garçon de ton âge devrait être dehors, pas enfermé à griffonner comme une fille. » Ces mots, prononcés avec une fausse légèreté, s'accumulaient dans l'esprit d'Ethan comme des éclats de verre, chacun ajoutant une coupure à une blessure qu'il ne savait pas encore nommer. Linda, la mère d'Ethan, semblait prise au piège d'un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Elle aimait Richard, ou du moins elle l'avait aimé un jour. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, il représentait la stabilité, un homme solide qui pouvait l'aider à élever son fils et à oublier la douleur de son veuvage. Mais au fil des années, cette stabilité s'était transformée en une cage dorée. Richard décidait de tout. Ce qu'il mangerait pour le dîner, combien de temps Ethan pouvait regarder la télévision, même la façon dont Linda devait plier le linge. Elle ne se rebellait pas, pas ouvertement. Elle hochait la tête, souriait faiblement, et continuait, comme si elle avait appris à marcher sur des œufs sans jamais les casser. Mais Ethan voyait tout. Il voyait la façon dont les épaules de sa mère s'affaissaient, dont ses yeux évitaient ceux de Richard. Il voyait, et il comprenait, même s'il n'avait pas les mots pour l'exprimer. Ce qui rendait cette période si troublante, c'était la manière dont la tension s'infiltrait dans les détails du quotidien. Un soir, alors qu'Ethan faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Richard était entré, une bière à la main, et avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Des fractions, hein? Tu galères encore avec ça ?» avait-il dit, son ton à mi-chemin entre l'amusement et le mépris. Ethan avait rougi, ses doigts serrant son crayon jusqu'à ce que la mine se casse. Linda, qui épluchait des pommes de terre au comptoir, avait levé les yeux une fraction de seconde, comme pour dire quelque chose, mais elle s'était ravisée. Le silence qui avait suivi était si épais qu'il semblait étouffer l'air. Ethan avait baissé la tête, griffonnant un dessin dans la marge de son cahier. Une silhouette sombre, sans visage, tenant un objet indistinct. Les dessins d'Ethan étaient devenus de plus en plus inquiétants. Ce n'étaient plus les dragons et les paysages fantastiques de ses premières années. Maintenant, ces esquisses représentaient des formes tordues, des mains griffues émergeant de l'obscurité, des yeux sans pupilles fixant un vide terrifiant. Il les cachait sous son matelas, mais parfois, il les laissait traîner, comme s'il voulait inconsciemment que quelqu'un les trouve. Une fois, Linda avait ramassé l'un de ses dessins alors qu'elle rangeait sa chambre. Elle avait fixé l'image, une maison entourée de flammes noires, avec une silhouette d'enfant au centre, et son visage s'était décomposé. « Ethan, qu'est-ce que c'est que ça ?» avait-elle demandé, la voix tremblante. Mais Ethan, assis sur son lit, s'était contenté de hausser les épaules. « Rien, juste un dessin. » Linda avait voulu insister, mais le téléphone avait sonné, et Richard l'avait appelé depuis le salon. Elle avait reposé le dessin et le moment était passé. Ce n'était pas seulement dans la maison que les choses changeaient. À l'école, Ethan devenait de plus en plus renfermé. Ses amis, ou du moins les quelques camarades avec qui il traînait d'habitude, avaient remarqué qu'il ne participait plus aux conversations. Lors des récréations, il s'asseyait seul sous un arbre, son carnet de croquis sur les genoux, traçant des lignes furieuses avec son crayon. Une fois, un garçon plus âgé, un de ces adolescents qui aimait intimider les plus jeunes, avait arraché le carnet des mains d'Ethan. « Qu'est-ce que tu dessines, le bizarre ?»
avait-il ricané. Ethan s'était levé d'un bond, les poings serrés, et pendant un instant ses yeux avaient brillé d'une intensité qui avait fait reculer le garçon. « Rends-le-moi » avait-il dit, sa voix basse mais tremblante de rage. Le garçon, troublé, avait jeté le carnet au sol et s'était éloigné en riant nerveusement. Cet incident, bien que mineur, était un autre signe que quelque chose en Ethan changeait, comme si une part de lui s'éveillait, une part qu'il ne contrôlait pas entièrement. Dans la maison, les nuits étaient les pires. Ethan avait commencé à faire des cauchemars, des rêves si vifs qu'il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il ne parlait jamais de ses rêves, pas même à sa mère, mais ils laissèrent des traces. Une fois, Linda l'avait trouvé assis dans le salon à 3 heures du matin, fixant l'écran éteint de la télévision. « Ethan, qu'est-ce que tu fais » avait-elle chuchoté, inquiète. Il avait levé les yeux vers elle, et pendant un instant, elle avait eu l'impression de regarder un étranger. « Je ne peux pas dormir » avait-il murmuré. « Il y a trop de bruit. » Linda, perplexe, avait regardé autour d'elle. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. « Quel bruit, mon chéri » avait-elle demandé. Ethan n'avait pas répondu. Il s'était levé et était retourné dans sa chambre, laissant sa mère seule avec une sensation d'angoisse qu'elle ne pouvait expliquer. Ce que personne ne savait, c'était que les bruits dont parlait Ethan n'étaient pas imaginaires. Ils étaient réels, du moins pour lui. C'étaient les murmures de sa propre peur, les échos des mots de Richard, les silences de sa mère, et quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, qu'il ressentait mais ne pouvait nommer. Ces murmures le suivaient partout, dans les couloirs de l'école, dans les rayons du supermarché où il accompagnait sa mère, dans les moments où il était seul dans sa chambre. Ils étaient comme une présence, une ombre qui se tenait juste derrière lui attendant le moment où il baisserait sa garde. À mesure que les jours passaient, Ethan devenait plus agité. Il sursautait au moindre bruit, une porte qui claquait, une assiette qui tombait, la voix de Richard appelant depuis le garage. Il avait commencé à cacher des objets dans sa chambre, une lampe de poche, une vieille clé rouillée, un couteau de poche qu'il avait trouvé dans une boîte à outils. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela, mais ces objets lui donnaient un sentiment de sécurité, comme s'il se préparait à quelque chose. Et peut-être était-ce le cas. Peut-être, au fond de lui, sentait-il que la tempête qu'il redoutait était déjà là, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Le 13 mars 1998, la veille du drame, Ethan était resté éveillé tard dans la nuit, écoutant le grincement du plancher sous les pas de Richard dans le couloir. Il avait sorti son carnet de croquis et avait dessiné une dernière image. Un garçon, seul, tenant un couteau, face à une silhouette massive dont le visage était caché dans l'obscurité. Ce dessin, plus tard retrouvé par la police, serait la première pièce d'un puzzle que personne ne comprendrait jamais tout à fait, car ce n'était pas seulement un dessin. C'était une prophétie, un cri silencieux, un avertissement que personne n'avait su entendre. Le 13 mars 1998, la maison des Harper était un baril de poudre attendant une étincelle. La tension, qui s'était accumulée comme une ombre grandissante, avait atteint un point où chaque mot, chaque geste, semblait chargé d'une énergie volatile. Ethan, à 12 ans, vivait dans un état de vigilance constante, ses sens aiguisés par une peur qu'il ne comprenait pas entièrement. Il avait cessé de parler à quiconque de ce qu'il ressentait, même à sa mère, Linda, qui semblait de plus en plus absente, comme si elle s'était résignée à une réalité qu'elle ne pouvait changer. Richard, quant à lui, continuait de dominer l'espace domestique, sa présence imposante pesant sur chaque instant de la journée. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Un événement qui, bien que discret, marqua le début de la fin. Ce vendredi matin, Ethan se réveilla avec une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si un poids invisible l'écrasait. Il avait à peine dormi, hanté par un cauchemar récurrent où il courait dans un couloir sans fin, poursuivi par une silhouette qu'il ne pouvait jamais voir clairement. En descendant pour le petit déjeuner, il trouva Richard attablé, lisant le journal local, une tasse de café fumante à la main. Linda était déjà partie au travail, laissant la maison étrangement silencieuse. Richard leva les yeux et lança un regard à Ethan, un regard qui n'était ni amical ni hostile, mais qui semblait sonder le garçon, comme s'il cherchait une faiblesse. « Tu vas encore traîner dans ta chambre toute la journée ?» demanda-t-il, son ton teinté d'une pointe de mépris. Ethan marmonna une réponse inaudible et s'assit, fixant son bol de céréales comme s'il contenait des réponses qu'il n'osait pas chercher. Ce moment,
en apparence banal, était révélateur de la dynamique qui s'était installée. Richard ne frappait pas, ne criait pas, mais il avait une manière de parler qui réduisait les autres à l'état de fantômes dans leur propre maison. Pour Ethan, chaque interaction avec son beau-père était un rappel de son impuissance. Il avait essayé au début de plaire à Richard, de gagner son approbation. Il avait même, un été, passé des heures dans le garage à apprendre à démonter un carburateur, espérant un mot d'encouragement. Mais Richard n'avait jamais offert plus qu'un grognement ou une critique déguisée en conseil. « Tu tiens la clé comme un gamin de 5 ans », avait-il dit une fois, riant comme si c'était une blague. Ethan avait souri, par habitude, mais au fond de lui, quelque chose s'était fissuré. Ce jour-là, à l'école, Ethan était plus distrait que jamais. Pendant le cours d'histoire, alors que le professeur parlait de la guerre froide, Ethan griffonnait dans son carnet, traçant des spirales serrées qui semblaient refléter le chaos dans son esprit. Une camarade de classe, Sarah, une fille curieuse qui avait toujours été gentille avec lui, remarqua son comportement. « Ça va, Ethan ?» murmura-t-elle en se penchant vers lui. Ethan sursauta, refermant son carnet d'un geste brusque. « Ouais, ça va », répondit-il, évitant son regard. Sarah fronça les sourcils, mais elle n'insista pas. Plus tard, à la récréation, elle le vit assis seul, les yeux fixés sur le sol, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Elle raconta plus tard aux enquêteurs qu'elle avait eu un mauvais pressentiment ce jour-là, une intuition qu'elle n'avait pas su expliquer. En rentrant de l'école, Ethan trouva la maison vide. Richard était encore au travail, et Linda ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Ce moment de solitude était un rare répit, mais il ne lui apportait aucun soulagement. Il monta dans sa chambre, s'assit sur son lit et sortit le couteau de poche qu'il avait caché sous son oreiller. Il le tourna entre ses doigts, observant la lame scintiller sous la lumière de l'après-midi. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Depuis qu'il avait trouvé ce couteau, il y avait quelque chose de réconfortant dans son poids, dans sa solidité. Il ne pensait pas à l'utiliser, pas consciemment, mais le tenir lui donnait l'impression d'avoir un peu de contrôle, un fragment de pouvoir dans un monde où il se sentait si petit. Le soir, l'ambiance à la maison était plus tendue que d'habitude. Richard était rentré de mauvaise humeur, marmonnant à propos d'un client difficile au garage. Linda, épuisée par sa journée, essayait de maintenir une conversation légère, mais ses efforts semblaient vains. Pendant le dîner, un silence pesant s'installa, seulement interrompu par le cliquetis des couverts. Puis, soudain, Richard brisa le silence. « Ethan, tu comptes rester muet toute ta vie ou quoi ?» lança-t-il, un sourire crispé aux lèvres. Ethan, qui jouait avec sa nourriture, releva la tête, ses joues rougissant. « J'ai rien à dire », murmura-t-il. Richard ricana. « Rien à dire, hein ? T'es vraiment un drôle de gosse ?» Linda posa sa fourchette, ses lèvres tremblant légèrement, mais elle ne dit rien. Ethan sentit une chaleur monter en lui, une colère qu'il n'avait jamais ressentie aussi intensément. Il serra les poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce fut à ce moment précis que quelque chose changea. Ce n'était pas une décision consciente, pas un plan. C'était un basculement, un point de rupture. Ethan ne pouvait plus supporter le poids des mots de Richard, le poids de ce regard qui le diminuait, le poids de cette maison où il ne se sentait plus chez lui. Il se leva brusquement, renversant son verre d'eau. « Je vais dans ma chambre », dit-il, la voix tremblante. Richard haussa un sourcil, prêt à faire une autre remarque, mais Linda intervint. « Laisse-le, Richard », dit-elle doucement, presque comme une supplication. Richard haussa les épaules et retourna à son assiette, mais son regard suivit Ethan alors qu'il quittait la pièce. Dans sa chambre, Ethan s'effondra sur son lit, le souffle court. Les murmures dans sa tête, ceux qu'il avait essayé d'ignorer, étaient maintenant assourdissants. Ils lui parlèrent de peur, de colère, d'une injustice qu'il ne pouvait nommer. Il sortit son carnet et commença à dessiner, sa main tremblant alors qu'il traçait une silhouette massive, menaçante, dominant un enfant recroquevillé. Mais cette fois, l'enfant tenait quelque chose dans sa main, un objet pointu, scintillant. Ethan ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il sentait que ce dessin était différent. Il ne s'agissait plus d'un cauchemar. C'était une promesse. Plus tard dans la soirée, alors que la maison sombrait dans le silence, Ethan entendit les pas de Richard dans le couloir. Ils étaient lourds, inégaux, comme s'il avait bu plus que d'habitude. Ethan se raidit, attendant que la porte de sa chambre s'ouvre, mais elle resta fermée. Il entendit Richard parler à voix basse à Linda, des mots indistincts mais chargés d'une tension palpable.
Puis le silence retomba, plus oppressant que jamais. Ethan resta éveillé, les yeux fixés sur le plafond, le couteau de poche serré dans sa main. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait, mais il savait que quelque chose devait changer. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Cette nuit-là, le 13 mars, fut la dernière nuit où la maison des Harper sembla normale. Ce fut la dernière nuit où Ethan fut simplement un garçon de 12 ans, où Richard fut simplement un beau-père autoritaire, où Linda fut simplement une mère dépassée. Ce fut la dernière nuit avant que tout bascule, avant que le couteau ne devienne plus qu'un objet, avant que le sang ne tache le plancher. Ce qui s'était passé ce jour-là, les mots, les silences, les regards, n'étaient que le prélude à l'inévitable. Mais pour comprendre ce qui a poussé Ethan à franchir la ligne, il faut regarder plus loin, dans les recoins les plus sombres de cette maison, là où les secrets les plus terribles étaient enfouis. Le 14 mars 1998, à 22h47, la maison des Harper était plongée dans une obscurité presque totale. Une panne de courant avait frappé le quartier, plongeant les rues dans un silence étrange, seulement troublé par le bourdonnement lointain d'un générateur chez un voisin. À l'intérieur, la maison semblait retenir son souffle. Les ombres s'étiraient sur les murs, déformées par la lueur vacillante d'une lampe à pétrole que Linda avait allumée dans la cuisine. Ethan, dans sa chambre à l'étage, était assis sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, le couteau de poche toujours serré dans sa main. Les murmures dans sa tête, ceux qu'il avait tenté d'ignorer pendant des mois, étaient maintenant un rugissement, un chœur de voix qui lui intimait de faire quelque chose, n'importe quoi, pour mettre fin à cette peur qui le rongeait. En bas, Richard était affalé sur le canapé du salon, une bouteille de bière à moitié vide à la main. Il avait bu plus que d'habitude ce soir-là, son humeur oscillant entre une irritation palpable et une étrange jovialité. Linda, épuisée par une longue journée de travail, essayait de maintenir une apparence de normalité. Elle rangeait la cuisine, ses mouvements mécaniques, comme si elle suivait un script appris par cœur. Mais même elle ne pouvait ignorer la tension qui saturait l'air, une tension qui semblait se condenser autour de Richard, comme une tempête sur le point d'éclater. Elle avait remarqué, ces derniers jours, que son mari était plus imprévisible, ses remarques plus mordantes, ses silences plus lourds. Elle se demandait parfois si elle avait fait une erreur en l'épousant, mais elle repoussait cette pensée, incapable d'imaginer une autre vie. Ethan, de son côté, ne pouvait plus repousser ses pensées. Les événements de la veille, la dispute au dîner, le regard de Richard, la sensation d'être piégé dans sa propre maison, avaient allumé une étincelle en lui. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus primal, un mélange de peur et de désespoir, comme un animal acculé qui sait qu'il doit se battre ou fuir. Il avait passé la journée à ressasser, à revivre chaque mot, chaque regard, chaque moment où il s'était senti diminué, invisible. Et maintenant, dans l'obscurité de sa chambre, il sentait que le moment était venu. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Vers 23 heures, un bruit résonna dans la maison, un craquement sec, comme si quelqu'un avait marché sur une latte de plancher mal fixée. Ethan se figea, son cœur battant à tout rompre. Il tendit l'oreille, essayant de distinguer les sons dans l'obscurité. Il entendit la voix de Richard basse et légèrement pâteuse venant du salon. « Linda, t'as encore oublié de vérifier la chaudière, hein ?» Il y avait une pointe d'accusation dans son ton, une de ces remarques qui semblaient anodines, mais qui portaient toujours un sous-entendu. Linda répondit quelque chose d'inintelligible, sa voix étouffée par la distance. Ethan serra le couteau plus fort, ses doigts moites glissant sur le manche. Il se leva, presque malgré lui, et s'approcha de la porte de sa chambre. Il l'entr'ouvrit, juste assez pour jeter un coup d'œil dans le couloir. La lueur de la lampe à pétrole projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant à la maison une apparence irréelle, comme un décor de cauchemar. Ethan sentit une vague de nausée l'envahir, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il descendit l'escalier, marche par marche, ses pas si légers qu'il ne faisait aucun bruit. Il n'avait pas de plan, pas vraiment. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait faire face à Richard d'une manière ou d'une autre. Dans le salon, Richard était toujours sur le canapé, la tête renversée en arrière, les yeux mi-clos. La bouteille de bière était maintenant vide, posée sur la table basse à côté de lui. Linda était dans la cuisine, hors de vue, mais Ethan pouvait entendre le cliquetis des assiettes qu'elle rangeait. Il s'arrêta à l'entrée du salon, le couteau caché derrière son dos,
son souffle court et saccadé. Richard ne semblait pas l'avoir remarqué. Pendant un instant, le temps parut suspendu comme si l'univers entier attendait de voir ce qui allait se passer. Puis, Richard tourna la tête, ses yeux croisant ceux d'Ethan. Il y eut un moment de silence, un regard chargé d'une intensité indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu fais là, gamin ?» demanda Richard, sa voix traînante mais teintée d'une pointe de méfiance. Ethan ne répondit pas. Il restait là, immobile, son cœur battant si fort qu'il était sûr que Richard pouvait l'entendre. Quelque chose dans l'expression d'Ethan, peut-être la lueur dans ses yeux ou la raideur de sa posture, fit froncer les sourcils à Richard. « Retourne te coucher », dit-il. Mais son ton manquait de conviction, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Ce fut alors que tout bascula. Ethan avança d'un pas, puis d'un autre, ses mouvements lents, presque mécaniques. Richard se redressa, une lueur d'agacement traversant son visage. « T'as un problème ou quoi ?» lança-t-il, sa voix plus forte maintenant. Mais avant qu'il puisse dire autre chose, Ethan leva le couteau. Il n'y avait pas de cri, pas de hurlement, juste un geste rapide, presque instinctif. La lame s'enfonça dans l'épaule de Richard, qui laissa échapper un grognement de douleur et de surprise. Il bascula en arrière, renversant la lampe à pétrole posée sur la table basse. La lampe s'écrasa au sol, projetant une lueur vacillante sur la scène. Linda, alertée par le bruit, accourut depuis la cuisine. Elle s'arrêta net en voyant la scène. Ethan, debout, le couteau ensanglanté à la main, et Richard, affalé sur le canapé, une main pressée contre son épaule où le sang commençait à couler. « Ethan !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'horreur. Mais Ethan ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Richard qui le dévisageait avec un mélange de choc et de rage. « Qu'est-ce que t'as fait, gamin ?» haleta Richard, sa voix tremblante mais encore pleine de défi. Ethan ne répondit pas. Il restait là, le couteau toujours dans sa main, son corps tremblant comme une feuille. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu, si tant est qu'il avait prévu quoi que ce soit. Tout s'était passé si vite, comme un rêve dont il ne pouvait se réveiller. Linda s'approcha, les mains tendues, comme si elle essayait d'apaiser un animal sauvage. « Ethan, pose ça », dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « S'il te plaît, mon chéri, pose le couteau. » Mais Ethan semblait ne pas l'entendre. Ses yeux étaient toujours fixés sur Richard, comme s'il attendait quelque chose. Une explication, une excuse, une vérité qu'il n'avait jamais entendue. Ce moment, figé dans le chaos de cette nuit, était l'aboutissement de mois de tension, de silence, de peur. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un cauchemar plus grand, d'une série de révélations qui allaient déchirer le voile de la normalité de la maison des Harper. Car ce que personne ne savait encore, c'était que le geste d'Ethan n'était pas un acte isolé de colère ou de désespoir. Il était le résultat d'un secret, un secret si sombre qu'il avait poussé un garçon de 12 ans à prendre une arme et à affronter l'homme qui dominait sa vie. Ce secret, enfoui dans les recoins les plus obscurs de la maison, allait bientôt remonter à la surface, révélant une vérité que personne, pas même Ethan, n'était prêt à affronter. Dans les instants qui suivirent l'acte d'Ethan, la maison des Harper devint un théâtre de chaos, comme si le temps lui-même s'était fracturé. La lueur vacillante de la lampe à pétrole, renversée sur le sol, projetait des ombres dansantes sur les murs, transformant le salon en une scène irréelle, presque surnaturelle. Richard, toujours affalé sur le canapé, pressait sa main contre son épaule ensanglantée, son visage tordu par la douleur et l'incrédulité. Le sang s'infiltrait entre ses doigts, goûtant sur le tissu usé du canapé, formant une tache qui semblait s'étendre à l'infini. Ethan, figé à quelques pas de lui, tenait encore le couteau, ses yeux écarquillés, comme s'il réalisait à peine ce qu'il venait de faire. Linda, debout à l'entrée du salon, était paralysée, ses mains tremblantes levées devant elle, comme si elle pouvait arrêter le cauchemar qui se déroulait sous ses yeux. « Ethan, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Linda, sa voix brisée par une terreur qu'elle ne pouvait contenir. Elle fit un pas vers son fils mais s'arrêta, craignant peut-être de briser le fragile équilibre de ce moment. Ethan ne répondit pas. Son regard restait fixé sur Richard, mais il y avait quelque chose de vide dans ses yeux, comme s'il était ailleurs, prisonnier d'un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Richard, malgré la douleur, trouva la force de parler. « T'es malade, gamin », grogna-t-il, sa voix rauque mais chargée de colère. « Tu vas le payer cher. » Ces mots, lourds de menaces, semblèrent ramener Ethan à la réalité. Il cligna des yeux, et pour la première fois, il semble avoir sa mère, le sang, le chaos qu'il avait déclenché.
Linda se précipita vers Richard, arrachant un torchon de la cuisine pour presser contre sa blessure. « Il faut appeler une ambulance », dit-elle, plus pour elle-même que pour quiconque dans la pièce. Mais la panne de courant avait coupé la ligne téléphonique, et les portables n'étaient pas encore monnaie courante dans cette petite ville de l'Ohio en 1998. Elle se tourna vers Ethan, ses yeux pleins de larmes. « Va chercher de l'aide, Ethan, cours chez Madame Peterson, vite !» Ethan, toujours immobile, sembla hésiter. Puis, comme s'il sortait d'un transe, il lâcha le couteau qui tomba sur le plancher avec un claquement métallique. Sans un mot, il se précipita vers la porte d'entrée et disparut dans la nuit. La maison des Peterson, à quelques portes de là, était l'une des rares à avoir une lampe extérieure encore allumée, alimentée par un générateur de secours. Ethan tambourina à la porte, son souffle court, ses mains tremblantes. Madame Peterson, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes épaisses et un air perpétuellement inquiet, ouvrit la porte et sursauta en voyant le garçon. « Ethan, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, alarmée par son apparence désemparée. « C'est Richard, » balbutia Ethan. « Il est blessé. Il faut appeler la police. » Il n'en dit pas plus, mais son ton, sa pâleur et la tache sombre sur sa manche, du sang, réalisa-t-elle plus tard, suffirent à la convaincre que quelque chose de terrible s'était produit. Quelques minutes plus tard, les lumières rouges et bleues des gyrophares éclairèrent la rue. La police et une ambulance arrivèrent presque simultanément, brisant le silence oppressant du quartier. Les voisins, attirés par le bruit, commencèrent à sortir sur leurs porches, murmurant entre eux, leurs visages marqués par la curiosité et l'inquiétude. À l'intérieur de la maison des Harper, les ambulanciers s'affairaient autour de Richard, qui était toujours conscient mais affaibli par la perte de sang. Linda, à genoux à côté de lui, pleurait en silence, répétant des excuses incohérentes, comme si elle était responsable de ce qui s'était passé. Ethan, lui, avait été retrouvé par un policier dans la cour arrière, assis sur l'herbe humide, les bras autour de ses genoux, fixant le vide. L'officier Daniel Carter, un vétéran de la police de Toledo, fut le premier à interroger Ethan. Assis à la table de la cuisine, sous la lumière crue d'une lampe de secours, il observa le garçon avec une prudence mêlée de compassion. Ethan était pâle, ses cheveux en bataille, ses yeux rougis par les larmes qu'il n'avait pas versées. « Ethan, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» demanda Carter, sa voix calme mais ferme. Ethan ne répondit pas immédiatement. Il fixait ses mains, comme s'il pouvait encore voir le couteau entre ses doigts. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura. Il devait arrêter. Ces mots, si simples et pourtant si lourds, firent frissonner l'officier. « Arrêter quoi, Ethan ?» demanda-t-il doucement. Mais Ethan se tut, ses lèvres scellées, comme si révéler davantage reviendrait à ouvrir une porte qu'il n'était pas prêt à franchir. Pendant ce temps, à l'hôpital, Richard fut stabilisé. La blessure à l'épaule, bien que profonde, n'avait pas touché d'artère majeure, et les médecins confirmèrent qu'il survivrait. Mais l'incident avait déjà commencé à faire des vagues dans la petite communauté de Toledo. Les voisins, qui avaient toujours vu les Harper comme une famille ordinaire, étaient sous le choc. Comment un garçon de 12 ans, un enfant qui jouait encore à vélo dans la rue l'été précédent, avait-il pu faire une chose pareille? Les rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par des bribes d'informations et des spéculations. Certains disaient qu'Ethan était perturbé, peut-être influencé par les jeux vidéo violents ou la musique qu'il écoutait. D'autres chuchotaient que Richard n'était pas l'homme irréprochable qu'il prétendait être. Mais personne n'avait de réponse claire, et c'était précisément ce vide, ce mystère, qui rendait l'affaire si troublante. Pour les enquêteurs, les premières heures furent cruciales. Ils fouillèrent la maison, cherchant des indices sur ce qui avait pu pousser Ethan à un tel acte. Dans sa chambre, ils trouvèrent son carnet de croquis, rempli de dessins sombres et inquiétants. L'un d'eux, en particulier, attira leur attention, une silhouette massive, sans visage, tenant un enfant par le bras, tandis qu'une autre silhouette, plus petite, brandissait un couteau. Ce dessin, daté de la veille, semblait presque prophétique. Mais il soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Était-ce une simple expression de la colère d'Ethan? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose que personne n'avait encore vu? Linda, interrogée séparément, était dans un état de choc. Elle répétait inlassablement qu'elle n'avait rien vu venir, que son fils était un bon garçon, qu'il n'aurait jamais fait ça sans raison. Mais lorsqu'on lui demandait quelle pouvait être cette raison, elle se murait dans le silence, ses yeux fuyants,
comme si elle craignait de révéler quelque chose qu'elle-même n'était pas prête à affronter. Les enquêteurs notèrent son comportement, sa nervosité, les pauses dans ses réponses. Ils commencèrent à se demander si la maison des Harper cachait des secrets bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé. Ethan, lui, restait muet. Lorsqu'on l'emmena au poste de police pour un interrogatoire plus formel, il se contenta de fixer le sol, refusant de répondre aux questions. Les officiers, habitués à gérer des adolescents rebelles ou des criminels endurcis, étaient déconcertés par ce garçon de 12 ans qui semblait à la fois terrifié et résolu. Il n'y avait ni défi ni arrogance dans son attitude, juste une étrange résignation, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour ses frêles épaules. Ce silence, plus que tout, alimentait le mystère. Pourquoi un enfant, un garçon apparemment sans histoire, avait-il pris un couteau et attaqué son beau-père? Qu'est-ce qui l'avait poussé à franchir cette ligne, à transformer une dispute domestique en un acte qui allait marquer sa vie à jamais? À mesure que la nuit avançait, les premières pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais elles ne formaient pas encore une image claire. Ce qui était certain, c'était que cette nuit du 14 mars 1998 n'était pas un incident isolé. Elle était le point culminant d'une série d'événements, de silences, de blessures invisibles qui s'étaient accumulées dans l'ombre. Et pour comprendre ce qui s'était vraiment passé, il faudrait creuser plus loin, dans les souvenirs d'Ethan, dans les secrets de Linda et dans l'histoire de Richard. Un homme qui, malgré son apparence de pilier de la communauté, semblait avoir des ombres dans son passé que personne n'avait encore explorées. L'aube du 15 mars 1998 se leva sur Toledo, Ohio, avec une lourdeur inhabituelle. La nouvelle de l'incident chez les Harper s'était répandue comme une traînée de poudre dans le quartier, et les murmures des voisins, mêlés de choc et de curiosité, flottaient dans l'air frais du matin. La maison, maintenant entourée de rubans jaunes de la police, semblait étrangement silencieuse, comme si elle gardait jalousement ses secrets. À l'intérieur, les enquêteurs poursuivaient leur travail, cherchant des indices dans chaque recoin, chaque objet, chaque détail qui pourrait expliquer pourquoi un garçon de 12 ans avait attaqué son beau-père. Mais ce qu'ils commençaient à découvrir, c'était que l'histoire des Harper était bien plus complexe qu'un simple accès de violence. Ethan, après une nuit passée au poste de police, était toujours muet. Assis dans une petite salle d'interrogatoire sous la lumière crue d'un néon, il fixait ses mains croisées sur la table, comme si elles détenaient une réponse qu'il ne pouvait formuler. L'officier Daniel Carter, qui avait été le premier à lui parler, était revenu avec une assistante sociale, une femme nommée Karen Willis, spécialisée dans les affaires impliquant des mineurs. Karen, avec ses lunettes rondes et sa voix douce, tenta d'établir un contact avec Ethan. « Tu peux me parler, Ethan », dit-elle, s'asseyant en face de lui. « Personne ne va te juger. On veut juste comprendre ce qui s'est passé. » Mais Ethan restait silencieux, son regard fuyant, comme s'il craignait que les mots ne trahissent un secret qu'il n'était pas prêt à partager. Pendant ce temps, à l'hôpital, Richard était hors de danger, mais son humeur oscillait entre la colère et une étrange réticence. Lorsqu'un enquêteur, l'inspecteur Laura Bennett, vint l'interroger, il se montra évasif. « Le gamin a pété un plomb, c'est tout, » dit-il, grimaçant alors qu'une infirmière ajustait son bandage. « Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a toujours été bizarre. » Mais Bennett, une femme d'expérience avec un flair pour repérer les incohérences, nota que Richard évitait son regard lorsqu'il parlait d'Ethan. Il y avait quelque chose dans son ton, une nervosité sous-jacente, qui la mit mal à l'aise. Elle décida de creuser plus loin, demandant des détails sur la dynamique familiale, sur les relations entre Ethan, Linda et lui. Richard haussa les épaules, affirmant que tout allait bien, qu'ils étaient une famille normale. Mais ses réponses, trop rapides, trop lisses, sonnaient faux. De retour à la maison des Harper, les enquêteurs firent une découverte troublante. Dans un tiroir du bureau de Richard, caché sous une pile de factures et de vieux reçus, ils trouvèrent une boîte en métal verrouillée. Après avoir forcé la serrure, ils découvrirent une collection d'objets étranges, des lettres froissées, des photographies jaunies et un carnet rempli de notes manuscrites. Les lettres, datées de plusieurs années, étaient adressées à Richard par une femme nommée Margaret, dont le ton oscillait entre l'affection et la colère. Une phrase en particulier attira l'attention des enquêteurs. « Tu ne peux pas continuer à fuir ce que tu as fait, Richard. Ça te rattrapera un jour. » Les photographies montraient Richard, plus jeune, aux côtés d'une femme et d'un enfant. Mais ce n'était pas Linda ni Ethan. Qui était-il? Et pourquoi Richard gardait-il ses souvenirs cachés?
Le carnet, quant à lui, était encore plus déconcertant. Les pages étaient remplies d'annotations cryptiques, de dates, de lieux et de noms, certains barrés avec une telle force que l'encre avait déchiré le papier. Une entrée, datée de 1995, mentionnait un incident à Akron, une ville à quelques heures de Toledo. Les mots « accident » et « regret » revenaient plusieurs fois, mais sans contexte clair. Les enquêteurs, intrigués, décidèrent de vérifier les antécédents de Richard. Ce qu'ils trouvèrent ouvrit une nouvelle piste dans l'enquête. En 1994, Richard avait été interrogé dans le cadre d'une enquête sur une disparition à Akron, celle d'une femme nommée Margaret Coleman et de son jeune fils Noah. L'affaire n'avait jamais été résolue, et Richard n'avait pas été inculpé, mais son nom était resté dans les dossiers, une ombre dans son passé qu'il avait soigneusement dissimulé. Cette découverte jeta une lumière nouvelle sur l'incident avec Ethan. Les enquêteurs commencèrent à se demander si l'acte du garçon était vraiment un coup de folie, ou s'il était lié à quelque chose de plus profond, quelque chose que Richard avait apporté avec lui dans la maison des Harper. Ils interrogèrent Linda à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Linda, toujours sous le choc, semblait lutter pour trouver ses mots. Elle admit que Richard parlait rarement de son passé. Il disait qu'il voulait repartir de zéro, murmura-t-elle, ses mains tordant nerveusement un mouchoir. Il ne parlait jamais de sa vie avant moi. Je pensais que c'était parce qu'il voulait protéger notre famille. Mais lorsqu'on lui montra les lettres et les photographies, elle blêmit. « Je ne sais pas qui est cette femme », dit-elle, mais sa voix tremblait comme si elle craignait ce que ses découvertes pourraient révéler. Pendant ce temps, à l'école d'Ethan, les enseignants et les camarades de classe furent interrogés pour mieux comprendre le garçon. Son professeur d'anglais, Madame Carter, mentionna les dessins qu'Ethan réalisait, ces images sombres qui semblaient refléter un monde intérieur tourmenté. Elle montra aux enquêteurs un devoir qu'Ethan avait rendu quelques semaines plus tôt, une rédaction sur le thème « Qu'est-ce qui vous fait peur ?» Ethan avait écrit « La peur, c'est quand on sait que quelque chose va arriver, mais qu'on ne peut rien faire pour l'arrêter. C'est comme être enfermé dans une maison où les portes ne s'ouvrent jamais. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent frissonner Madame Carter. Elle avait cru qu'il s'agissait d'une métaphore, mais maintenant elle se demandait si Ethan parlait de sa propre vie. Les camarades d'Ethan, eux, offrirent peu d'indices. Sarah, la fille qui avait remarqué son comportement étrange, raconta qu'Ethan semblait toujours sur ses gardes, comme s'il attendait qu'un danger surgisse de nulle part. Elle mentionna une conversation qu'ils avaient eue, environ un mois plus tôt, où Ethan lui avait confié qu'il ne se sentait plus en sécurité chez lui. « Il n'a pas dit pourquoi », expliqua Sarah, les yeux baissés. « Il a juste dit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. » Ces témoignages, bien que fragmentaires, commencèrent à dessiner un portrait d'un garçon vivant dans un état de peur constante. Un garçon qui, pour une raison encore obscure, avait atteint un point de rupture. Au poste de police, Karen Willis, l'assistante sociale, tenta une nouvelle approche avec Ethan. Elle lui apporta un carnet et un crayon, espérant qu'il exprimerait par le dessin ce qu'il ne pouvait dire avec des mots. Ethan hésita, puis commença à tracer des lignes, lentement d'abord, puis avec une intensité croissante. Le dessin qu'il produisit montrait une maison, la leur, entourée de formes sombres, comme des ombres vivantes. Au centre, un garçon, lui, sans doute, se tenait debout, un couteau à la main, face à une silhouette massive. Mais ce qui troubla Karen, c'était une autre silhouette, plus petite dans un coin du dessin observant la scène. « Qui est-ce » demanda-t-elle doucement. Ethan leva les yeux et pour la première fois il parla. « Quelqu'un qui sait » murmura-t-il avant de retomber dans le silence. Ce dessin, combiné aux découvertes dans le bureau de Richard, alimenta les soupçons des enquêteurs. Qui était cette Margaret Coleman? Quel était son lien avec Richard? Et pourquoi Ethan, un garçon de 12 ans, semblait-il porter un fardeau si lourd, un secret qui le poussait à des actes extrêmes? Les réponses, si elles existaient, étaient enfouies quelque part dans le passé de Richard, dans les silences de Linda et dans les pensées d'Ethan, un puzzle dont les pièces étaient éparpillées, attendant d'être assemblées. Mais chaque nouvelle découverte ne faisait qu'épaissir le mystère, révélant que la maison des Harper n'était pas seulement le théâtre d'un crime, mais le tombeau de secrets que personne n'avait encore osé exhumer. Le 16 mars 1998, alors que le soleil se levait sur Toledo, la maison des Harper était devenue une sorte de sanctuaire maudit, un lieu où les enquêteurs, les voisins et même les passants semblaient hésiter à s'approcher. Les rubans jaunes de la police flottaient dans la brise matinale,
et la petite foule de curieux qui s'était rassemblée la veille s'était dispersée, laissant place à une atmosphère pesante, presque irréelle. À l'intérieur, les enquêteurs continuaient de fouiller, cherchant à comprendre ce qui avait transformé une famille ordinaire en le théâtre d'un acte si troublant. Mais à mesure qu'ils creusaient, ils découvraient que la vérité, loin d'être claire, se fissurait comme un miroir brisé, chaque fragment révélant une facette nouvelle et inquiétante de l'histoire. Ethan, toujours sous la garde des autorités, avait été transféré dans un centre pour mineurs, où il était suivi par Karen Willis, l'assistante sociale, et un psychologue nommé Dr. Alan Reed. Le garçon restait presque entièrement silencieux, répondant aux questions par des hochements de tête ou des murmures inaudibles. Mais son dernier dessin, celui qu'il avait réalisé pour Karen, hantait les esprits. Cette silhouette dans le coin, celle qu'Ethan avait décrite comme quelqu'un qui sait, semblait être la clé d'un mystère plus profond. Qui était cette figure? Était-ce une métaphore, une personne réelle, ou quelque chose que seul Ethan comprenait? Le docteur Reed, un homme patient avec une voix apaisante, passa des heures avec Ethan, essayant de gagner sa confiance. « Tu n'es pas seul, Ethan », dit-il lors d'une séance. « Quoi que tu ressentes, quoi que tu aies vu ou entendu, tu peux me le dire. » Mais Ethan, les yeux fixés sur le sol, se contentait de tracer des cercles invisibles avec son doigt, comme s'il était prisonnier d'un monde intérieur dont il ne pouvait s'échapper. À l'hôpital, Richard récupérait lentement. Sa blessure, bien que sérieuse, ne mettait plus sa vie en danger, et il était assez stable pour répondre aux questions des enquêteurs. Mais ses réponses restaient évasives, presque répétées, comme s'il avait préparé un script. « Le gosse a perdu la tête », répétait-il, évitant les détails sur sa relation avec Ethan ou sur ce qui s'était passé dans les mois précédant l'incident. L'inspecteur Laura Bennett, qui menait l'enquête, sentait que Richard cachait quelque chose. Elle avait fait des recherches sur son passé, et les découvertes concernant Margaret Coleman et son fils Noah avaient allumé une alarme dans son esprit. Elle décida de confronter Richard directement. « Parlez-moi de Margaret », dit-elle, posant une des lettres trouvées dans la boîte en métal devant lui. Richard blêmit, ses mains se crispant sur les draps de l'hôpital. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », marmonna-t-il, mais son regard fuyant trahissait sa nervosité. Les lettres et le carnet trouvés dans le bureau de Richard devinrent le centre de l'enquête. Les enquêteurs contactèrent le département de police d'Akron pour obtenir plus d'informations sur l'affaire Coleman. Ce qu'ils apprirent était troublant. Margaret Coleman, une femme célibataire dans la trentaine, et son fils Noah, âgé de 7 ans, avaient disparu en 1994 après un incident non élucidé. Richard, qui vivait à Akron à l'époque, avait été interrogé parce qu'il était un proche de Margaret. Certains disaient même son compagnon. Les voisins d'Akron avaient rapporté des disputes fréquentes entre eux et une fois, une voisine avait vu Margaret avec des bleus sur le bras, bien qu'elle ait refusé d'en parler. L'enquête n'avait jamais abouti, faute de preuves, et Richard avait quitté la ville peu après, s'installant à Toledo où il avait rencontré Linda. Ce passé, bien que flou, jetait une ombre sur Richard. Était-il possible que cet homme qui semblait si ordinaire aux yeux de ses voisins ait un côté plus sombre? Les enquêteurs commencèrent à se demander si Ethan, d'une manière ou d'une autre, avait découvert quelque chose sur Richard, quelque chose qui l'avait poussé à agir. Mais comment un garçon de 12 ans aurait-il pu connaître des détails sur un passé que même Linda ignorait? Et pourquoi, si c'était le cas, n'en avait-il parlé à personne? Linda, de son côté, était un puzzle à elle seule. Lors d'un nouvel interrogatoire, elle sembla au bord de l'effondrement. Ses mains tremblaient, alors qu'elle serrait une tasse de café froid, et ses yeux évitaient ceux de l'inspecteur Bennett. « Je ne savais pas pour Margaret », dit-elle, sa voix à peine audible. Richard ne parlait jamais de sa vie d'avant. Il disait que c'était du passé qu'il voulait se concentrer sur nous. Mais lorsqu'on lui demanda si Richard avait déjà été menaçant envers elle ou Ethan, elle hésita. Il pouvait être dur, parfois, admit-elle. Pas physiquement, mais il avait une façon de parler, de nous faire sentir petits. Elle baissa les yeux comme si elle avait honte de l'admettre. Bennett nota cette hésitation, se demandant ce que Linda ne disait pas. Était-elle une victime, une complice silencieuse, ou simplement une femme dépassée par les événements? Pendant ce temps, au centre pour mineurs, Ethan commença à montrer des signes de changement. Lors d'une séance avec le docteur Reed, il accepta de parler, bien que par bribes. « Il me regardait toujours », murmura-t-il, les yeux fixés sur le mur,
comme s'il savait quelque chose sur moi, quelque chose que je ne pouvais pas cacher. Reed, intrigué, demanda doucement. « Qui, Ethan ?»« Richard ?» Ethan hocha la tête, mais il ne développa pas. Puis, après un long silence, il ajouta « Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me parlait. » Ces mots firent frissonner Reed. Était-ce une référence à la silhouette dans son dessin, celle qu'il avait appelée « quelqu'un qui sait » ? Était-ce une hallucination, un souvenir, ou quelque chose de plus concret? Reed nota tout, conscient que chaque mot d'Ethan était une pièce du puzzle, mais il manquait encore le contexte pour l'assembler. Les enquêteurs décidèrent de fouiller plus profondément dans la maison des Harper, cherchant des indices qui pourraient relier Ethan à l'histoire de Margaret et Noah. Dans la chambre de Richard et Linda, ils trouvèrent un vieux coffre sous le lit, contenant des objets personnels de Richard, une montre cassée, un briquet gravé avec les initiales MC, et une petite photo encadrée d'un garçon qui ressemblait étrangement à Ethan, mais qui n'était pas lui. Cette découverte renforça les soupçons des enquêteurs. Était-il possible que Richard ait un lien plus direct avec la disparition de Margaret et Noah? Et si c'était le cas, comment Ethan aurait-il pu le découvrir? Un autre indice, plus troublant encore, fut trouvé dans le grenier. Parmi des boîtes poussiéreuses, les enquêteurs découvrirent un vieux magnétophone à cassette, un modèle des années 80, avec une cassette encore à l'intérieur. Lorsqu'ils la jouèrent, ils entendirent une voix féminine, tremblante, qui semblait enregistrer un message. « Richard, je sais ce que tu as fait, » disait la voix. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Noah mérite mieux. » La cassette s'arrêtait brusquement comme si elle avait été coupée. Était-ce la voix de Margaret? Et si oui, qu'avait-elle découvert sur Richard? Les enquêteurs envoyèrent la cassette pour une analyse plus approfondie, espérant identifier la voix et dater l'enregistrement. Ces découvertes, bien qu'intrigantes, ne faisaient qu'épaissir le mystère. Ethan, avec son silence et ses dessins cryptiques, semblait détenir une partie de la vérité. Linda, avec ses hésitations et ses silences, en savait peut-être plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et Richard, avec son passé trouble et ses réponses évasives, était au centre d'un réseau de secrets qui menaçait de tout engloutir. Ce qui était clair, c'était que l'acte d'Ethan n'était pas un simple coup de folie. Il était le résultat d'une série de fissures dans la façade de la famille Harper, des fissures qui menaient à un passé sombre, à des vérités enfouies et à une question lancinante. Qu'avait vu ou entendu Ethan pour le pousser à prendre un couteau et à affronter l'homme qui dominait sa vie? Les réponses, si elles existaient, se trouvaient quelque part dans les ombres, attendant d'être révélées. Le 18 mars 1998, l'enquête sur l'incident des Harper prenait une tournure de plus en plus sombre. Les découvertes dans la maison, les lettres, le carnet, la cassette audio, avaient transformé une affaire apparemment simple en un labyrinthe de secrets et de questions sans réponse. Toledo, cette petite ville où tout le monde semblait se connaître, était en ébullition. Les journaux locaux titraient sur « l'enfant qui a attaqué son beau-père », mais les détails restaient flous, alimentant les spéculations. Pour les enquêteurs, chaque nouvelle pièce du puzzle semblait éloigner la vérité au lieu de la rapprocher. Et au centre de tout cela se trouvait Ethan, un garçon de 12 ans dont le silence était aussi énigmatique que ses dessins. Au centre pour mineurs, Ethan restait sous la supervision du docteur Alan Reed et de Karen Willis. Le psychologue, de plus en plus convaincu que l'acte d'Ethan était lié à un traumatisme profond, passait des heures à essayer de percer ses défenses. Lors d'une séance, il tenta une nouvelle approche, posant le carnet de croquis d'Ethan sur la table. « Parle-moi de cette silhouette, Ethan, » dit-il doucement, pointant le dessin de la personne qui sait. « Qui est-ce? Quelqu'un que tu as vu? Quelqu'un qui t'a parlé ?» Ethan fixa le dessin pendant un long moment, ses doigts effleurant le papier comme s'il pouvait en extraire une réponse. Puis, d'une voix si basse qu'elle était presque inaudible, il murmura « Il était là, dans la maison. » Reed sentit un frisson le parcourir. « Qui, Ethan? Richard ?» demanda-t-il. Mais Ethan secoua la tête. « Pas Richard, quelqu'un d'autre. » Ces mots, vagues mais lourds de sens, laissèrent Reed perplexe. Était-ce une hallucination, un souvenir déformé, ou une vérité que personne n'avait encore envisagée? Pendant ce temps, l'inspecteur Laura Bennett poursuivait son enquête sur le passé de Richard. Les informations en provenance d'Akron devenaient plus précises. Margaret Coleman, la femme mentionnée dans les lettres, avait été une figure discrète mais respectée dans sa communauté. Institutrice, mère célibataire, elle était connue pour son dévouement à son fils, Noah,
Un garçon timide qui partageait avec Ethan une ressemblance troublante. Même regard pensif, même posture un peu voûtée. Les voisins d'Akron se souvenaient de Richard comme d'un homme charismatique mais instable, sujet à des accès de colère qu'il masquait souvent derrière un sourire. Une voisine, Madame Ellis, raconta aux enquêteurs une anecdote troublante. Un soir, elle avait entendu des cris venant de l'appartement de Margaret, suivis d'un silence inquiétant. Le lendemain, Margaret avait un bleu sur la joue, qu'elle avait attribué à une chute. Quelques semaines plus tard, elle et Noah avaient disparu. La cassette audio trouvée dans le grenier fut envoyée à un laboratoire pour analyse. Les résultats confirmèrent qu'il s'agissait bien de la voix de Margaret Coleman, identifiée grâce à une comparaison avec un enregistrement d'une réunion scolaire où elle avait pris la parole. La cassette, datée de 1993, contenait des fragments de conversation, des notes vocales où Margaret semblait enregistrer ses pensées. Une phrase, en particulier, revint plusieurs fois. « Je ne peux pas le laisser faire ça à Noah. » Les enquêteurs, troublés, commencèrent à suspecter que Richard avait joué un rôle dans la disparition de Margaret et de son fils. Mais sans corps, sans preuve concrète, l'affaire restait un mystère. Ce qui était certain, c'était que Richard avait quitté Akron peu après, emportant avec lui des secrets qu'il avait soigneusement enfouis. Dans la maison des Harper, une nouvelle fouille révéla un détail qui passa presque inaperçu mais qui allait changer la donne. Sous une latte de plancher dans la chambre d'Ethan, les enquêteurs trouvèrent un petit carnet, différent de celui qu'ils avaient déjà vu. Celui-ci était rempli de notes écrites à la main, dans une écriture maladroite mais lisible, celle d'Ethan. Les pages contenaient des phrases décousues, comme un journal intime ou un recueil de pensées. Une entrée datée de février 1998 disait « Il me surveille. Il sait que je sais. Je l'ai entendu parler la nuit. Il croit que je dors, mais je l'entends. » Une autre page, plus troublante, mentionnait « La voix me dit de me protéger. Elle dit qu'il va recommencer. » Ces mots firent frissonner l'inspecteur Bennett. De quelle voix parlait Ethan? Était-ce une métaphore, une manifestation de sa peur, ou quelque chose de plus concret? Bennett décida de confronter Linda avec ses nouvelles découvertes. Assise dans une salle d'interrogatoire, Linda semblait au bord de l'effondrement. Ses yeux étaient cernés, ses mains tordues dans un geste nerveux. Lorsqu'on lui montra le carnet d'Ethan, elle éclata en sanglots. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je swear, je ne savais pas qu'il était comme ça. » Mais Bennett, sentant une réticence dans sa voix, insista. « Linda, si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Pour Ethan, pour comprendre ce qui s'est passé. » Après un long silence, Linda murmura. « Il y avait des nuits où Richard parlait dans son sommeil. Des choses étranges, des noms. Margaret, Noah. Il disait qu'il était désolé, mais je pensais que c'était juste des rêves. » Elle baissa les yeux, comme si elle avait honte de n'avoir pas posé plus de questions. Ce témoignage, bien que vague, renforça les soupçons des enquêteurs. Ils commencèrent à construire une hypothèse. Et si Ethan, d'une manière ou d'une autre, avait entendu ces murmures nocturnes? Et si, dans son esprit d'enfant, il avait relié les mots de Richard à une menace immédiate? Les dessins, les notes, les silences, tout semblait indiquer qu'Ethan vivait dans une peur constante, convaincu que Richard représentait un danger, non seulement pour lui, mais peut-être pour sa mère. Mais la question restait, comment un garçon de 12 ans avait-il pu assembler ces pièces? Et qui était cette voix dont il parlait? Pour obtenir des réponses, Bennett décida de retourner voir Richard à l'hôpital. Cette fois, elle ne se contenta pas de questions générales. Elle posa la cassette audio sur la table à côté de son lit et appuya sur « Play ». La voix de Margaret emplit la pièce, tremblante mais claire. « Tu ne peux pas continuer à fuir ce que tu as fait, Richard. » Richard se raidit, son visage devenant pâle. « Éteignez ça, » dit-il, sa voix tremblante de colère. Mais Bennett ne s'arrêta pas. « Parlez-moi de Margaret, Richard. Parlez-moi de Noah. Et dites-moi ce qu'Ethan savait. » Pour la première fois, Richard sembla perdre son assurance. Il détourna les yeux, ses mains serrant les draps. « Je ne sais rien, » murmura-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. Ce moment marqua un tournant dans l'enquête. Les enquêteurs étaient maintenant convaincus que Richard cachait un secret lié à la disparition de Margaret et Noah, un secret qui, d'une manière ou d'une autre, avait atteint Ethan. Mais la nature exacte de ce secret restait floue. Était-ce une coïncidence que les dessins d'Ethan semblaient refléter une peur viscérale, presque surnaturelle? Était-il possible qu'il ait entendu ou vu quelque chose dans la maison, une conversation, un objet, une présence, qui l'avait poussé à agir? Et cette voix qu'il mentionnait,
Était-elle le fruit de son imagination, ou quelque chose de plus tangible, un écho du passé qui s'était infiltré dans les murs de la maison des Harper? À mesure que les jours passaient, l'enquête devenait une course contre la montre pour rassembler les pièces avant que la vérité ne glisse hors de portée. Ethan, avec ses silences et ses dessins, était la clé, mais il restait enfermé dans son propre monde. Linda, déchirée entre la peur et la culpabilité, semblait incapable de fournir des réponses claires. Et Richard, avec son passé trouble, était un mur de secrets qui menaçait de s'effondrer. Ce qui était certain, c'était que la vérité, lorsqu'elle émergerait, allait révéler une réalité bien plus sombre que ce que quiconque avait imaginé. Une réalité qui allait remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur la famille Harper et sur l'acte désespéré d'un garçon de 12 ans. Le 20 mars 1998, l'enquête sur l'incident des Harper atteignait un point critique. Les murs de la maison, autrefois symbole d'une vie banale de banlieue, semblaient maintenant vibrer d'une vérité cachée, prête à éclater au grand jour. Chaque indice découvert, les lettres de Margaret, la cassette audio, les dessins d'Ethan, les silences de Linda, pointaient vers un secret enfoui, un fil conducteur reliant le passé trouble de Richard à l'acte désespéré d'un garçon de 12 ans. Les enquêteurs, menés par l'inspecteur Laura Bennett, sentaient qu'ils étaient à un tournant. Mais la vérité restait insaisissable, comme une ombre qui se dérobe à la lumière. Au centre pour mineurs, Ethan commençait à montrer des signes de fracture. Le docteur, Alan Reed, le psychologue, avait passé des jours à tisser un lien fragile avec lui, utilisant ses dessins comme une fenêtre sur son esprit tourmenté. Lors d'une séance, Reed décida de pousser plus loin. Il posa une question directe, mais avec une douceur calculée. « Ethan, cette voix dont tu parles, celle qui te disait de te protéger, était-ce quelqu'un dans la maison? Quelqu'un que tu as entendu ?» Ethan, qui traçait des lignes abstraites sur une feuille, s'arrêta net. Ses yeux, d'habitude fuyants, rencontrèrent ceux de Reed pour la première fois. « Il venait la nuit », murmura-t-il. « Pas tout le temps, juste quand tout était calme. » Reed sentit son pouls s'accélérer. « Qui, Ethan? Qui venait ?» Ethan hésita, ses lèvres tremblant comme s'il luttait pour libérer un poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Le garçon, dit-il enfin. Il me parlait. Il disait que Richard était dangereux. » Ces mots, prononcés dans un souffle, firent l'effet d'une bombe. Reed griffonna frénétiquement des notes, son esprit tournant à plein régime. Un garçon? Était-ce une hallucination? Un délire causé par le stress ou une référence à quelque chose de plus concret? Reed pensa immédiatement à Noah, le fils de Margaret Coleman, disparu avec sa mère en 1994. Était-il possible qu'Ethan, d'une manière ou d'une autre, ait perçu un écho de cette tragédie? Il demanda doucement. « Ce garçon, il ressemblait à qui? À toi ?» Ethan hocha la tête puis ajouta. « Il avait peur comme moi. Il disait que Richard lui avait fait du mal. » Reed, troublé, décida de ne pas insister davantage ce jour-là, mais il transmit immédiatement cette information à l'inspecteur Bennett. Pendant ce temps, Bennett et son équipe poursuivaient leur enquête sur Richard. Les éléments trouvés dans la boîte en métal, les lettres, les photos, le carnet, avaient été envoyés pour une analyse plus approfondie. Une découverte majeure émergea. Une des photos, montrant Richard avec une femme et un enfant, portait une inscription au dos « Margaret et Noah, été 1993 ». Cela confirmait que Richard avait bien été proche de Margaret Coleman et de son fils. Mais ce qui troubla Bennett, c'était une note dans le carnet de Richard, datée de décembre 1994, juste après la disparition de Margaret et Noah. Elle disait simplement « C'est fini, plus de questions ». Cette phrase, laconique mais lourde de sous-entendus, semblait indiquer que Richard avait quelque chose à cacher, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple rupture. Bennett retourna à l'hôpital pour confronter Richard une nouvelle fois. Cette fois, elle apporta la photo et la note. « Expliquez-moi ça, Richard, » dit-elle, posant les objets sur la table à côté de son lit. Richard, qui avait retrouvé un peu de sa contenance, tenta de garder son calme. C'était une vieille histoire. Margaret était une amie, rien de plus. Mais Bennett ne le lâcha pas. Une amie qui a disparu? Avec son fils? Et vous partez d'Akron juste après? Richard serra les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs. Vous essayez de me coller quelque chose sur le dos, hein? J'ai rien à voir avec ça. Mais sa voix tremblait, et Bennett savait qu'elle touchait une corde sensible. De retour à Toledo, les enquêteurs décidèrent de fouiller une dernière fois la maison des Harper, cette fois avec une équipe spécialisée dans les recherches approfondies.
Ils concentrèrent leurs efforts sur le sous-sol, un endroit qu'ils n'avaient exploré que superficiellement jusqu'alors. Le sous-sol était encombré de vieux meubles, de boîtes poussiéreuses et d'outils rouillés. Mais un détail attira leur attention. Une section du mur en béton semblait avoir été récemment réparée. La texture était légèrement différente, la couleur un peu plus claire que le reste. Intrigués, ils firent venir un expert en démolition. Lorsqu'ils cassèrent le mur, ils découvrirent une petite cavité contenant un sac en plastique scellé. À l'intérieur, il y avait des vêtements d'enfants, tachés et usés, ainsi qu'un médaillon en argent gravé des initiales NC. Cette découverte envoya une onde de choc à travers l'équipe. Était-ce une preuve que Noah Coleman avait été dans cette maison? Ou pire, que quelque chose lui était arrivé ici? Les vêtements furent envoyés pour une analyse ADN, mais les enquêteurs savaient que les résultats prendraient du temps. En attendant, ils interrogèrent Linda à nouveau. Lorsqu'on lui montra le médaillon, elle éclata en sanglots. « Je ne savais pas », répéta-t-elle comme une litanie. Mais lorsqu'on lui demanda si elle avait déjà vu des objets étranges dans la maison, elle admit, après une longue hésitation, qu'elle avait trouvé un médaillon similaire dans le garage, des mois plus tôt. Richard m'a dit que c'était un vieux souvenir, quelque chose qu'il avait trouvé au travail. Je n'ai pas posé de questions. Sa voix se brisa, et Bennett comprit que Linda, consciemment ou non, avait fermé les yeux sur des signaux qu'elle ne voulait pas voir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait incomplète. Les enquêteurs commencèrent à formuler une hypothèse. Richard avait peut-être été impliqué dans la disparition de Margaret et Noah, et quelque chose dans son comportement, dans ses murmures nocturnes, ou dans les objets qu'il gardait, avait alerté Ethan. Mais comment Ethan avait-il pu faire le lien? Était-il possible qu'il ait trouvé le médaillon ou entendu des conversations que personne d'autre n'avait remarquées? Et cette « voix » qu'il mentionnait, était-ce une manifestation de son imagination, un moyen de rationaliser sa peur, ou quelque chose de plus étrange, un écho d'un passé qu'il n'aurait jamais dû connaître? Pour en savoir plus, Bennett décida de parler à Ethan directement. Accompagnée du docteur Reed, elle se rendit au centre pour mineurs. Assise en face du garçon, elle adopta un ton doux mais direct. « Ethan, nous avons trouvé quelque chose dans la maison. Un médaillon, avec les initiales NC. Est-ce que ça te dit quelque chose ?» Ethan tressaillit, ses yeux s'écarquillant légèrement. Pendant un instant, il sembla sur le point de parler, mais il se ravisa, ses lèvres se serrant. Puis, après un silence qui parut une éternité, il murmura « Je l'ai vu, dans le garage. Il brillait dans le noir. » Bennett échangea un regard avec Reed. « Quand, Ethan ?» demanda-t-elle. « Il y a quelques mois, » répondit-il. « J'étais en train de chercher un tournevis pour mon vélo. J'ai vu le médaillon et puis, j'ai entendu la voix. Elle m'a dit que Richard avait fait quelque chose de mal. » Ces mots, bien que cryptiques, étaient un pas vers la vérité. Bennett et Reed comprirent qu'Ethan, d'une manière ou d'une autre, avait été exposé à des fragments du passé de Richard, peut-être à travers des objets, des conversations chuchotées, ou même des rêves qui semblaient bien plus réels que la réalité. Mais la question restait, qu'avait-il compris exactement? Et pourquoi avait-il choisi de prendre un couteau pour affronter Richard? La vérité, ou du moins une partie d'entre elles, commençait à se révéler, mais elle était encore voilée, comme un tableau à moitié peint. Ce qui était certain, c'était que l'acte d'Ethan n'était pas un simple coup de colère. Il était le cri d'un garçon qui, confronté à une peur indéfinissable, avait senti qu'il n'avait plus d'autre choix. Mais pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, il fallait plonger encore plus loin, dans les derniers recoins du passé de Richard, et dans l'esprit d'Ethan, où les ombres du passé et du présent se mêlaient en un cauchemar sans fin. Le 22 mars 1988, alors que l'enquête sur l'incident des Harper touchait à sa fin, la vérité, bien que partiellement révélée, restait enveloppée d'un voile d'incertitude. La maison des Harper, autrefois un symbole de la banalité suburbaine, était devenue une énigme, un lieu où les ombres du passé s'étaient mêlées aux peurs du présent pour créer une tragédie qui défiait toute compréhension. Ethan, un garçon de 12 ans, avait pris un couteau et attaqué son beau-père, Richard, dans un acte qui semblait à la fois désespéré et inexplicable. Mais ce que l'enquête avait révélé, c'était que cet acte n'était pas un simple coup de folie. C'était le point culminant d'une série de secrets, de silences et de blessures invisibles qui avaient gangréné la famille Harper, révélant une vérité bien plus sombre que ce que quiconque aurait pu imaginer. Les découvertes dans la maison, les lettres de Margaret Coleman, la cassette audio, le médaillon gravé des initiales NC et les dessins troublants d'Ethan
avait peint un tableau complexe. Richard, l'homme qui semblait être un pilier de la communauté, portait un passé trouble, marqué par la disparition mystérieuse de Margaret et de son fils Noah à Akron en 1994. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait joué un rôle dans cette affaire, bien que les preuves concrètes manquaient. Les vêtements d'enfant trouvés dans le sous-sol, le médaillon, et les notes cryptiques dans son carnet suggéraient une culpabilité qu'il n'avait jamais avouée. Mais ce qui rendait cette histoire si dérangeante, c'était la manière dont Ethan, un garçon si jeune, avait semblé percevoir ce passé, comme si une voix, réelle ou imaginaire, l'avait guidé vers une vérité qu'il ne comprenait pas entièrement. Ethan, dans ses séances avec le Dr. Reed, avait commencé à s'ouvrir, bien que par fragments. Ses références à la voix, et au garçon qui savait, restaient énigmatiques, mais elles semblaient liées à sa découverte du médaillon dans le garage, un objet qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait connecté au passé de Richard. Les psychologues qui l'évaluaient conclurent qu'Ethan souffrait d'un stress post-traumatique, exacerbé par une dynamique familiale oppressive et par la peur constante que Richard représentait pour lui. Mais certains, comme l'inspecteur Laura Bennett, se demandaient si Ethan n'avait pas perçu quelque chose de plus, une vérité enfouie dans les murs de la maison, un écho du passé qui l'avait poussé à agir pour protéger sa mère et lui-même. Linda, quant à elle, restait une figure tragique dans cette histoire. Déchirée entre son amour pour son fils et sa loyauté envers Richard, elle avait fermé les yeux sur les signes avant-coureurs, sur les silences d'Ethan, sur les murmures nocturnes de Richard. Lorsqu'elle apprit pour le médaillon et les vêtements trouvés dans le sous-sol, elle s'effondra, submergée par la culpabilité. « J'aurais dû voir », murmura-t-elle lors d'un dernier interrogatoire. « J'aurais dû poser des questions. » Mais comme beaucoup dans cette histoire, Linda était une victime des circonstances, incapable de voir la profondeur des ténèbres qui l'entouraient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Richard, après sa sortie de l'hôpital, fut placé en garde à vue pour être interrogé sur la disparition de Margaret et Noah. Bien qu'il continuât à nier toute implication, les preuves s'accumulaient contre lui. Les analyses ADN des vêtements trouvés dans le sous-sol confirmèrent qu'ils appartenaient à Noah Coleman, bien que l'absence de corps empêcha toute accusation formelle de meurtre. Richard fut finalement inculpé pour possession de preuves liées à une affaire criminelle, mais l'enquête sur la disparition restait ouverte, un mystère non résolu qui hantait encore les enquêteurs. Pour Ethan, les conséquences furent différentes. En raison de son âge et des circonstances atténuantes, il ne fut pas poursuivi comme un adulte. Il fut placé dans un programme de réhabilitation pour mineurs, où il continua à recevoir un suivi psychologique. Ce qui rend cette histoire si marquante, c'est la manière dont elle révèle la fragilité de l'innocence, la complexité de l'esprit humain et la facilité avec laquelle les secrets peuvent transformer une vie ordinaire en un cauchemar. Ethan n'était pas un monstre ni même un criminel au sens classique. C'était un garçon qui, confronté à une peur qu'il ne pouvait nommer, avait agi dans un moment de désespoir. Richard, quant à lui, n'était pas simplement un beau-père autoritaire. Il était un homme dont le passé cachait des ombres que personne n'avait voulu voir. Et Linda, prise entre les deux, était une mère qui avait aimé trop fort et vu trop tard. Cette histoire nous oblige à regarder au-delà des apparences, à questionner ce que nous croyons savoir sur ceux qui nous entourent. Elle nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on voit dans les gros titres, mais parfois ceux qui vivent dans nos maisons, cachés derrière des sourires et des routines quotidiennes. Elle nous pousse à nous demander « Qu'est-ce qui fait basculer un enfant dans un acte aussi extrême ?» Et comment les secrets, enfouis dans les murs d'une maison, peuvent-ils ressurgir pour tout détruire? Félicitations à vous, qui avez suivi ce récit jusqu'au bout. Vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui osent plonger dans l'obscurité pour chercher la vérité, ceux qui ne se contentent pas des réponses faciles. Vous avez vu ce que peu ont le courage de regarder. Une histoire où l'innocence et la culpabilité s'entremêlent, où les victimes et les bourreaux ne sont pas toujours ce qu'ils semblent. Maintenant, je vous invite à laisser un commentaire, une phrase qui reflète ce que vous ressentez. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En partageant vos pensées, vous devenez un membre à part entière de notre communauté, une communauté de chercheurs de vérité qui refusent de détourner le regard face à l'inexplicable. Mais votre rôle ne s'arrête pas là. Cette histoire, comme tant d'autres, mérite d'être connue. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères qui se cachent dans l'ombre. Chaque partage est une lumière jetée sur des vérités que personne n'ose raconter, une chance de faire entendre les voix qui ont été réduites au silence.
Et si vous voulez continuer ce voyage dans l'étrange et l'énigmatique, abonnez-vous à la chaîne. Devenez un explorateur des ténèbres, un gardien des histoires oubliées, un chercheur de ce qui se tapit sous la surface. Car dans chaque maison, dans chaque famille, il y a des secrets qui attendent d'être découverts, des secrets qui, comme celui des Harper, pourraient changer à jamais votre vision du monde. Alors plongez dans nos autres vidéos. Laissez-vous guider par cette curiosité insatiable, ce frisson qui vous pousse à vouloir comprendre. Car dans l'obscurité, il y a toujours une vérité qui attend, comme une étoile cachée dans un ciel sans lune. À vous de la trouver.